Je vais vous parler plus précisément ce matin de la haute taille, donc, qui est une contredanse, un genre de contredanse quadrille martiniquais, issu d'une longue expérience locale depuis la période esclavagiste, surtout le XVIIIe siècle et la première moitié du XIXe siècle, des genres contredanse quadrille, avec toutes les réalités musicales et chorégraphiques qu'on va avoir, à savoir une danse à figure, une danse dans la seconde moitié du XVIIIe, une danse qui va se recentrer sur la danse haute, spectaculaire, avec des pas de composition, et aussi une danse qui va intégrer dans ses composantes des traditions postérieures aux contredanses quadrilles, notamment la biguine, la mazurka, les danses pour couple fermé, et qui va donner lieu à une véritable construction d'une pratique où on retrouve sous forme avec une logique de couche archéologique des réalités de l'histoire de la danse et de la musique dans cette pratique. Alors pourquoi je vous en parle? C'est parce que lorsqu'on évoque la question de la transmission des danses et des musiques, alors c'est vrai qu'on a une façon on peut appréhender de manière globalisante une pratique, mais à l'intérieur de cette pratique, toutes les composantes ne posent pas les mêmes problèmes. Les problèmes ne se posent pas avec la même acuité dès lors qu'il s'agit de transmettre, surtout dans les périodes de transition ou les périodes de rupture. Si j'en parle, c'est que dans la haute taille, on a à la fois une réalité de danse haute et de danse basse. Et les difficultés qui se posent depuis l'effondrement justement de la société traditionnelle à l'intérieur de laquelle se perpétuait cette danse dans le flux ordinaire de la vie sociale et culturelle de la ruralité du centre-sud de la Martinique. Depuis cet effondrement, là où la question de la transmission pose le plus de problèmes, c'est moins dans la danse basse que dans la danse haute, et notamment la danse d'homme. Et pour la musique, on a aussi des problématiques un peu identiques, ce qui va, j'espère, si je gère bien mon temps, nous amener à évoquer la question de la transmission dans les pratiques musico-chorégraphiques de manière différenciée selon aussi les composantes qu'on aborde au niveau musical, les instruments ou danse haute, danse basse, etc. Et alors, donc je disais que la haute taille, c'est une contredanse martiniquaise, et la haute taille, c'est une pratique qui va se développer après l'abolition de l'esclavage, donc après 1848, dans les enclaves rurales du centre et du sud de la Martinique, qui vont être peuplées nouvellement par les anciens esclaves, nouveaux libres, qui vont aller s'installer par réseau de familles. Donc on va retrouver des modalités de transmission par la famille qui ont été évoquées par Jean-Jacques ou par Catherine ce matin. Mais à la limite, je serais censé de dire que la transmission ne pouvait se faire que par famille, puisque dans ces nouvelles installations humaines après l'abolition de l'esclavage, c'est des familles souches, c'est 2-3 familles qui vont s'installer dans des mornes. La topographie du lieu a fait qu'on a sur chaque petite enclave rurale montagneuse 2-3 familles souches qui s'installent, et les pratiques musico-chorégraphiques vont se perpétuer à l'intérieur de ces familles et même développer des esthétiques d'enclaves rurales, mais qui sont des esthétiques en partie de famille. Et la transmission se fait au départ dans ce cadre-là. Alors un élément très important, je vous ai dit qu'il y avait une longue expérience des contredanses quadrilles qui a duré plus d'un siècle pendant la période esclavagiste, et aussi une expérience de la danse de théâtre dans le nord de la Martinique, notamment avec le théâtre de Saint-Pierre, qui était l'ancienne capitale de l'île. Ça a fait qu'après l'abolition, on n'a pas de trace de mention de maîtres à danser itinérants pour la transmission de cette culture chorégraphique. Les locaux, les nouveaux libres qui s'installaient dans ces enclaves avaient pour la plupart déjà une culture chorégraphique poussée de la pratique et musicale aussi, et la transmission s'est faite
par les nouveaux libres. Pour les nouveaux libres, mais par les nouveaux libres sans présence de maîtres à danser itinérants dans les enclaves rurales du sud de la Martinique. Alors, cette transmission, elle se faisait autour d'une pratique qui était vraiment la pratique qui structurait la vie culturelle. C'est-à-dire qu'on a deux réalités dans la vie culturelle de ces enclaves. C'est des pratiques musicales et chorégraphiques, ce n'est pas des effets de mode, mais qui ne sont pas structurantes de la vie sociale et culturelle de l'enclave, et généralement une pratique qui structure, qui est la pratique essentielle auquel s'adonnent les habitants de ces enclaves rurales. Et on a une cartographie après l'abolition, une forme de territorialisation musicale et chorégraphique de la Martinique, avec justement dans cette région du centre-sud, la haute taille comme pratique essentielle et structurante de la vie culturelle de ces enclaves, alors que par exemple dans le nord Atlantique de la Martinique, on a le Belay, dans une partie du sud Caraïbes, on a un Belay qu'on appelle le Belay Licide, etc. On a des micro-territoires musicaux et chorégraphiques qui se mettent en place après l'abolition avec la haute taille dans cette région. Alors, si la pratique est vraiment structurante, ça veut dire que toutes les occasions, tous les rites de passage, tous les temps festifs, tous les moments de fête, la haute taille est par excellence la pratique qui est présente et qui articule le plus les activités culturelles de ces enclaves rurales. La transmission se fait par là, la transmission se fait aussi par des bals chez les habitants du quartier. Il y a régulièrement des bals, des occasions de pratique, à la fois de façon au niveau des maisons chez les personnes, mais aussi à toutes les occurrences, toutes les occasions sociales où la pratique est présente. Et ces modalités vont permettre de transmettre la haute taille ainsi jusqu'aux années 1950-1960. Alors qu'est-ce qui va se passer dans les années 50 et les années 60 ? On va avoir l'effondrement de l'économie sucrière, des flux migratoires très forts des gens du centre-sud et du nord aussi vers deux pôles économiques urbains, la ville du Lamentin et la ville de Fort-de-France, et puis dans les années 60, des flux migratoires très importants vers la France avec les mouvements du Bumidum. Et pourquoi je parle des flux migratoires ? Parce que la transmission, c'est bien un processus qui s'étale dans un temps donné avec une certaine épaisseur dans le temps, dans l'espace aussi, mais qui met en action plusieurs générations de personnes sur un temps donné. Et ceux qui vont s'en aller vont être ceux qui ont entre 18 et 30 ans. Donc ceux qui ne sont pas encore dans la pratique des acteurs confirmés, qui n'ont pas encore qui ne sont pas obligatoirement reconnus par le milieu, qui sont en phase ils ne sont pas encore confirmés. Alors le milieu construit lui-même ses modalités de consécration au niveau de la reconnaissance des compétences des acteurs du milieu, mais c'est cette génération de 18-30 ans qui va massivement s'en aller et qui va créer une forme de discontinuité, de rupture dans ces chaînes de transmission de la haute taille au début des années 60. Alors on a ce phénomène-là, et on a cet impact aussi des réalités socio-économiques de l'île, du territoire, qui vont apporter un impact dommageable, si on peut l'aborder ainsi, à une chaîne de transmission qui était déjà là, présente et qui fonctionnait depuis près d'un siècle. Depuis l'abolition, 1850 à peu près, les gens se sont installés entre 1850 et 1870 dans ces mornes, dans ces enclaves rurales. Et puis, on va avoir aussi l'avènement de ce qu'on appelle la modernité, l'électricité, le développement des infrastructures routières, la télé, etc. Tout ce qui va contribuer à un certain recul de la tradition générale, qui n'est pas propre à la haute taille. Et puis, un dernier phénomène qui est intéressant à signaler, c'est la relation qu'a la transmission avec les enjeux de mémoire et les enjeux d'identité, a fortiori dans des territoires comme la Martinique, où
les réalités esclavagistes et post-esclavagistes font que dans les constructions, les schèmes de la représentation identitaire, on a comme ça, selon les périodes, selon certains moments charnières, des pensées dominantes. Et la pensée dominante qui va progressivement s'imposer dans tout le de 1970-1980 jusqu'à aujourd'hui, c'est celle qui met en valeur, qui valorise les cultures dites afrodescendantes. Je n'ai pas passé l'extrait. La haute taille, je vous ai dit que c'est une filiation de contredanse et de quadrille. Vous voyez bien qu'on n'est pas dans cette configuration de pratique martiniquaise de filiation afrodescendante. Et cette donnée est essentielle aussi pour comprendre la place que va avoir cette pratique dans les différentes politiques publiques, politiques culturelles qui vont être mises en place au niveau de la transmission des savoirs, des patrimoines du territoire, et aussi, surtout, dans la représentation qu'ont les Martiniquais d'eux-mêmes, que les Martiniquais ont de leurs pratiques et des pratiques qui ont permis de faire résistance sociale, de faire résistance culturelle et de pouvoir perpétuer dans le temps des mémoires et aussi des visions du monde différentes de celles des visions européennes. Et la haute taille, à ce moment, va à contre-courant des positions dominantes. C'est pour ça que, par exemple, dans les années 70, lorsque va être mis en place à Fort-de-France, la capitale, par Aimé Césaire, le CERMA, qui a été pendant 20-30 ans la grande structure de transmission des musiques et des danses, du théâtre, etc. Ce qui était l'axe de ces structures-là, c'était plus l'afrodescendance et l'afrocentricité. Et la haute taille, c'est pas qu'elle n'avait pas place dans ces structures, mais soit la place qu'on lui donnait était une place à la périphérie ou minimaliste, et où parfois elle n'avait effectivement pas la possibilité d'y développer, en tout cas de se positionner dans ces structures. Ça aussi, ça va contribuer au recul de cette tradition et autour des années 1980-1990, au fait qu'on n'ait plus que 2 ou 3 groupes de haute taille. Et puis on va avoir un nouveau phénomène qui est aussi important, qui va impacter la transmission des pratiques de la tradition, pas seulement de la haute taille, mais aussi de la haute taille. C'est l'arrivée massive des mouvements religieux le protestantisme religieux américain, nord-américain, qui va combattre très fortement un grand nombre de traditions et qui va, notamment pour la haute taille, il y a des cas très précis où il y avait déjà peu de pratiquants et un certain nombre de pratiquants vont abandonner la pratique pour des convictions religieuses. Et notamment, je vous ai dit qu'il restait 2 ou 3 groupes. Au bout d'un moment, il n'en restait que 2 sur 2 quartiers de la Martinique, Périola et Morne-Pito. Et Périola, qui est un quartier qui a subi très très fortement les flux migratoires et qui a réussi, bon gré mal gré, à transmettre cette pratique, ils vont se retrouver à la fin des années 80 avec un déficit de musiciens. Notamment, il n'y aura plus d'accordéonistes, plus de violonistes, parce que l'accordéoniste qui avait été formé par son grand-oncle et à qui on avait acheté un accordéon et qui était devenu l'accordéoniste du groupe, ce qui devrait me permettre, il faut que je revienne sur la question d'une pratique collective qui va devenir une pratique de spécialiste dans les années 60, j'y reviens. Cet accordéoniste, pour des convictions religieuses, va arrêter la pratique. Et on va avoir 2-3 cas comme ça. Alors, ça ne fait pas beaucoup, 2-3 cas de figure, mais lorsque vous n'avez plus que 2 groupes et vous avez des instruments qui sont importants dans la pratique, l'accordéon, le violon, ça va poser un certain nombre de problèmes. Et les groupes vont répéter, les danseurs vont répéter sans musicien au bout d'un moment, et fatalement, ils vont arrêter de pratiquer parce que c'est une pratique musico-chorégraphique avec commande de la danse, et un certain nombre d'enjeux ne sont pas d'enchaîner des mouvements, des figures de danse, mais au niveau de la relation qu'on a avec la relation musique-danse, et notamment la relation commande-danse, et commande-danse haute notamment.
Alors, je reviens un tout petit peu en arrière pour dire que dans les années 60-70, on va avoir un autre phénomène qui va contribuer à l'essoufflement et au déclin de la pratique, c'est qu'on va passer progressivement, ça ne va pas se faire d'un coup et d'un seul, on va passer à une pratique qui structurait la vie sociale des enclaves rurales, avec des bals réguliers, avec des répétitions de groupe, plusieurs répétitions par groupe, des temps de répétition longs, des répétitions qui s'opéraient un peu parfois sous le mode de laboratoire aussi. On va passer aux années, autour de 1962-1964, à une spécialisation d'un corps de musiciens, d'un corps de danseurs dans chaque enclave. Un corps de spécialistes réduit va venir représenter l'enclave. Et on va avoir la naissance de concours de haute taille, de groupes de quartiers, de groupes d'enclaves. Plus de confrontation, de joutes entre les protagonistes de la danse et de la musique dans les balles où plusieurs quartiers étaient invités, etc. On va avoir des corps de spécialistes très réduits qui vont représenter le quartier et une diminution jusqu'à l'arrêt des balles de quartier où il y avait une pratique collective de la danse à ces formes de spécialisation autour notamment des structures associatives comme les foyers ruraux de quartier. On va avoir les premiers foyers ruraux de quartier, les jeunesses chrétiennes, etc., qui vont plus ou moins administrer la pratique culturelle et la pratique sportive aussi de ces enclaves-là. Donc on a un transfert qui se fait, des cadres sociaux qui changent, et une pratique qui n'est plus collective et qui devient l'affaire d'un petit corps de spécialistes. Alors, au niveau de la transmission, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là aussi? C'est que on ne va plus avoir de bal. Et dans le bal, il y a différentes réalités. Alors, il y a la réalité où les gens viennent partager un moment de convivialité, tout le monde peut danser, et puis il y a une réalité où se mesurent dans des joutes les danseurs virtuoses, les musiciens virtuoses, etc. Donc il y a ces différentes réalités. Et la question de la transmission, c'est aussi comment, d'une période à une autre, a fortiori lorsqu'il y a transition, et a fortiori lorsque dans la transition, on n'a plus des acteurs qui font autorité et qui sont habilités légitimement, tout naturellement par le milieu à transmettre, et qui ont suivi les processus qui étaient en place et qui avaient été mis en place par le groupe social, la communauté, l'enclave, etc., le milieu, pour reconnaître les compétences. Comment est-ce qu'on est capable de créer de nouveaux cadres qui puissent donner la possibilité de transmettre des réalités différentes de la pratique? Et c'est la question de la différenciation. J'ai évoqué la différenciation des disciplines dans une pratique, des instruments, etc., des enjeux, mais c'est aussi la question de pratiques sociales différenciées avec des réalités différentes. Et lorsqu'on transmet, il faut... c'est une question qui se pose assez rapidement, et la capacité qu'on a à répondre à cette question va avoir un impact très important sur ce qu'on va transmettre et qui va transmettre, et la question de la perte qualitative et quantitative qui vient se poser à la transmission. Là, on va avoir, il me reste 2 minutes. On va avoir, à la fin du XXe siècle, une perte qualitative et quantitative très, très, très importante, très dommageable, et notamment sur la danse haute et sur la figure du tambourineur commandeur. Le tambourineur commandeur, c'est le personnage central de la haute taille, parce qu'il est à la fois celui qui dirige la danse, qui dirige la musique, et qui a une connaissance des deux. Et on n'a plus de tambourineur commandeur qui a été formé dans les anciens cadres traditionnels de la pratique. Et ça, c'est quelque chose qui pose plus de problèmes que trouver un joueur de hochet. Le hochet a une importance essentielle dans la pratique, mais pas les mêmes enjeux. Donc, c'est ces différenciations au niveau des disciplines et au niveau des enjeux de la pratique qui posent un certain nombre de problèmes et qui demandent de penser la transmission des patrimoines
de façon globalisante, mais aussi avec une approche différenciée sur les enjeux de la pratique, les mises en jeu des enjeux et le jeu, puisque si on pratique une musique ou une danse, la notion du jeu, c'est l'un des pivots essentiels. Et le jeu autour de la sociabilité, le jeu autour du moment de partage, etc., c'est une chose, mais les pratiquants dans une musique ou une danse, on peut avoir des pratiquants avec des niveaux de pratique différenciés, et selon ces niveaux de pratique différenciés, on a des mises en jeu du jeu musical, du jeu musique-danse, etc., qui sont, oui, d'accord. Alors, non, pour terminer, dans les communications qu'on a eues, il y a un certain nombre d'éléments qui ont été abordés plusieurs fois, sur lesquels je ne suis pas, je suis pas resté longtemps, parce qu'il y a 3-4 questions problématiques que je voudrais évoquer et éventuellement détailler un peu plus dans l'échange qui va suivre. On a parlé d'enjeux identitaires et d'enjeux de mémoire. Je vous ai dit que depuis 30-40 ans, la position dominante au niveau de l'échelle de la représentation identitaire est sur l'afrodescendance. La transmission de la haute taille, l'une des problématiques de la transmission à ce niveau-là, c'est aussi des enjeux. Les enjeux identitaires pour les acteurs ne sont pas les mêmes, par exemple, pour les collectivités locales. Pourtant, ils peuvent se retrouver autour d'un même projet. En ce moment, il y a un projet école de haute taille. J'ai été missionné pour faire une étude de faisabilité, une proposition d'école. Les enjeux de la ville du François, qui est le dernier bastion historique de la pratique. La ville qui a initié en 2003 un premier festival qui a permis de redynamiser un peu la pratique, sauf qu'on n'a pas pensé dès le départ à l'accompagnement après cette redynamisation, parce qu'on peut redynamiser une pratique, la faire entrer davantage sur l'espace public, sur la scène, etc. Mais notamment lorsqu'on est dans la danse haute, on va avoir des gens qui dansent très très haut, et à ce moment-là, c'est là que la transmission vient jouer son rôle pour pouvoir encadrer, structurer et donner les éléments, les clés, les codes de la danse haute. Ce travail n'a pas été fait, et en ce moment, il y a un projet qui est pour fin 2015, début 2016, d'une école de haute taille. Alors, les enjeux de la ville du François, c'est se repositionner sur un territoire, repositionner une commune, un espace sur un territoire à travers un patrimoine musical et chorégraphique qui est ancré dans cette commune, cette ville. Et dans une petite région, une micro-région avec 7 villes et 2-3 villes frontalières, c'est se repositionner sur l'échiquier d'un territoire, et en repositionnant une pratique qui n'est pas afrodescendante, donc en tentant de modifier le regard sur soi, la représentation de soi et la question de la résistance. Puisque dans un contexte post-esclavagiste, la question de la résistance, c'est un ressort qui revient tout le temps. Alors est-ce que les gens de la haute taille sont moins des nègres, des noirs, etc., que ceux qui ont développer, perpétuer des pratiques afrodescendantes? C'est l'une des questions, l'un des enjeux identitaires et mémoriels autour de la haute taille, et qui est aussi essentiel que la question de la transmission formelle, puisque parfois c'est elle qui va impacter la transmission formelle. Alors, je propose qu'on en reste là pour la communication. Je suis désolé, je suis obligé de couper, mais on n'aura pas le temps ensuite de faire celle de Denis. Et que tu verses ta conclusion dans le débat qui va suivre maintenant, parce que ce que tu dis à l'instant là me semble constituer le nœud vraiment de ta communication et du problème, quoi. Donc je crois que c'est vraiment très important qu'on y revienne dans un échange avec la salle maintenant. Excuse-moi David de te couper, mais je suis malheureusement dans ce rôle-là, et si je ne tiens pas ce rôle, on finira pas la matinée. D'accord. Donc le débat est ouvert avec la salle, et les questions qui vont surgir certainement permettront à David de terminer vraiment sa conclusion. Ah, il y a une question. J'ai pas très bien compris votre conclusion. Est-ce que vous pouvez la refaire, s'il vous plaît? Merci, je n'avais pas encore conclu. J'étais en train d'énumérer un certain nombre de points sur lesquels il me semblait intéressant de revenir dans ce contexte-là.
Alors, ça me permettra de parler de la posture. On a peu évoqué la question de la posture des passeurs de patrimoine, mais aussi la posture des apprenants. Alors, qu'est-ce qu'on transmet? Et puis, ceux qui viennent apprendre, pourquoi ils viennent apprendre et qu'est-ce qu'ils comptent en faire? Et cette question, elle est essentielle dans la haute taille aujourd'hui parce que, justement, on se retrouve avec des passeurs de patrimoine qui ne sont pas en situation d'autorité par rapport à la pratique, des apprenants qui, pour certains, alors il y a des postures différenciées, bien évidemment, et on a des apprenants qui viennent prendre un certain nombre de clés et de codes dont ils ont besoin pour développer des structures. Et il y a des apprenants qui viennent pour apprendre la danse basse et partager un moment de convivialité lors des bals, parce qu'on a redynamisé la pratique des bals, mais pas sur le mode du bal ancien, et pas sur en n'y intégrant pas la question de la joute, tout ce qui était sur la danse haute, etc. On danse de plus en plus bas et finalement on arrive à un bal où on fait un enchaînement de danse basse et qui, au bout d'un moment, provoque une certaine lassitude parce que le centre d'intérêt de la danse, c'était la danse haute. C'est un peu le cas de figure du quadrille-marché. C'est-à-dire qu'on a simplifié des figures, un cadre de figure de danse pour danser haut, et puis au bout d'un moment, on le marche. Donc ni le cadre de figure, ni le cadre de pas n'a de centre d'intérêt à ce moment-là, et c'est la mort progressive de la pratique. Alors la posture, c'est quelque chose d'essentiel, et puis il y a aussi tous les enjeux de reconnaissance sociale et économique, parce que dans les processus de patrimonialisation qui sont mis en place aujourd'hui, les acteurs de cette patrimonialisation et les acteurs de la tradition qui participent à cette patrimonialisation, un grand nombre sont déjà présents dans les structures associatives, les foyers ruraux, les associations loi 1901 qui transmettent la pratique. Et ce qu'ils attendent, par exemple, d'une école de haute taille n'est pas du même ressort que le statut et la posture qu'ils ont dans le tissu associatif. Donc, ces enjeux de reconnaissance sociale, de prestige social et des enjeux aussi économiques. Puisque s'il y a une école, ça veut dire qu'on va embaucher, on va reconnaître tel acteur par rapport à tel autre. C'est aussi toute la question de la reconnaissance différenciée, statutaire et économique des acteurs dans la transmission. La transmission, ce n'est pas obligatoirement quelque chose, un processus qui génère des formes de reconnaissance sociale et économique qui ne soient pas différenciées. Et ça, c'est un des enjeux qui est prégnant et qui impacte les processus et le jeu des acteurs, puisque ce n'est pas quelque chose qui est à la lisière du processus de transmission des savoirs. Donc, la question de la posture était une question, un point intéressant à évoquer. Puis l'économie aussi. On a parlé un peu d'économie, on a parlé aussi un peu du politique, les enjeux politiques. Alors dans les enjeux politiques, oui, les enjeux de mémoire et de l'identité reviennent. Et puis ce que je disais sur la ville du François, c'est un enjeu politique, mais de notre ressort, mais qui vient se greffer aux processus qui sont mis en place. Et là, c'est les enjeux du politique avec l'action des politiques. On va peut-être prendre une dernière question, peut-être, de la salle, parce que le temps passe très vite. Cyril. Alors, malheureusement, c'est deux questions, mais bon, il y en a une peut-être qui va être très courte. C'est quoi la différence entre la taille haute, enfin la haute taille et la basse taille? Parce enfin, je me suis peut-être endormi, mais je ne vois pas quelle est la différence. Et du coup, la question subsidiaire, c'est pourquoi est-ce qu'on choisit la haute taille et pas la basse taille pour en faire un objet emblématique? Et l'autre question, c'est, tu parles des enjeux mémoriels et d'identité. Comment est-ce que, concrètement, la mémoire de l'esclavage se manifeste dans ces danses-là? Est-ce qu'il y a un discours sur la mémoire de l'esclavage, ou est-ce que c'est totalement implicite?
comment ça fonctionne et comment est-ce que tu mets ça en relation avec la politique de reconnaissance mémorielle de l'esclavage qui est menée par l'État français depuis quelques années. Voilà. Alors, sur la première, la haute taille et la basse taille, en fait, c'est la même danse. Dans la danse, il y a une réalité de chaîne avec de la danse basse, de la begin. On s'acquitte des trajets avec une relation au sol basse, pas de saut, pas d'enchaînement de sauts, etc. Et puis des figures d'avant-deux et du balancé, qui sont deux figures de danse haute. Donc les deux construisent la réalité chorégraphique de la pratique. Tu as de la musique qui accompagne la musique, la danse basse, et de la musique haute pour la danse haute. Juste à la fin, je vais passer un petit extrait en partant pendant que Denis s'installe. Donc, on verra un peu de danse haute, mais qui est de plus en plus basse parce qu'aussi, la question de la transmission, c'est notamment au niveau de la danse et la danse haute, lorsqu'on s'appuie sur des transmetteurs, des passeurs de patrimoine qui ont un certain âge, il faut être en capacité aussi d'analyser la question du haut et du bas. Et ça aussi, c'est quelque chose qui pose problème. Alors, la deuxième question. Oui, très rapidement. Sur la question des mémoires. Là, dans la haute taille, ce qui se pose au niveau des enjeux mémoriels, c'est aussi le fait qu'après l'abolition, dans les socialités paysannes dont je parle, les gens se sont autonomisés en partie par rapport à la structure d'habitation. Les gens ne travaillaient plus sur les structures habitationnaires. Il y a eu d'autres flux migratoires. Il y a eu des flux migratoires d'Inde et puis une partie de ce qu'on appelle les Congo-Guinée d'Afrique qui sont arrivés, qui se sont installés dans l'espace habitationnaire. Les gens de la haute taille, et pas seulement de la haute taille, se sont installés, ils ont acquis du foncier par étapes successives et ils se sont autonomisés. Ils ont développé une agriculture, pas seulement d'autosubsistance, du petit élevage, etc. Ils se sont autonomisés. Ils ont construit un modèle sociétal qui, pendant un certain temps, ça a eu ses limites à un certain moment, était en autonomie par rapport à la structure d'habitation. L'autre question, c'est qu'est-ce qu'un Martiniquais, qu'est-ce qu'un nègre? La figure du nègre est une figure centrale dans les enjeux de mémoire et d'identité. Donc, on l'a construite beaucoup sur l'afrodescendance, notamment avec la négritude de Césaire, la figure du conteur, le belay, des pratiques de filiation africaine très, très fortes. Et là, on a une pratique où il y a une filiation européenne très forte, avérée. Et la question qui se pose, c'est comment, sur place, on construit une nouvelle pratique, on lui donne d'autres sens sociaux, symboliques, etc. On structure la vie d'un groupe social, on développe des formes d'organisation sociétale avec cette pratique comme élément structurant et comme composante martiniquaise. Et quelle est la part, où vient l'apport local, les fameux processus de créolisation. Là, c'est un paradigme de créolisation, mais on voit par exemple dans la danse, dans la musique, que le statut et l'usage du tambour a complètement changé. Et on lui donne un autre statut dans la haute taille. Et c'est tous ces enjeux-là. Comment, sur une pratique de filiation européenne, on construit un modèle local et comment on l'investit, on lui donne d'autres sens et il devient un élément qui structure la vie et qui aussi devient un marqueur. Donc c'est la question des marqueurs identitaires qui ne sont pas afrodescendants qui est en jeu là-dessus et l'essentialisation de l'identité martiniquaise, des identités, il y en a plusieurs, autour de la figure du nègre, du noir et de l'afrodescendance. Donc c'est ça qui c'est réhabilité, en fait, c'est quelque chose de très réhabilitateur sur la question de la réhabilitation. Moi, si j'ai fait ma thèse, j'ai fait toutes mes études dessus, parce que très tôt, très jeune, ça m'a interpellé. Ces gens ne sont pas moins noirs, moins nègres, moins martiniquais que les gens du Belay. Et cette question-là, elle est en toile de fond, elle est essentielle. Et il y a ce désir de réhabiliter ces gens. Même question qui se pose au niveau de la begin. Ce n'est pas l'objet de la communication d'aujourd'hui. Donc ça, c'est un des enjeux mémoriels et identitaires autour de la question de l'esclavage. Merci David. Merci.